OK, donc, nous y voilà, nous y sommes. Alors, j'espère que tout est bon pour commencer. Vous m'entendez bien, tout ça? Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous aurez des questions sur l'ensemble de ce que vous avez connu? Qu'est-ce qui viendrait comme premier à part? Je vous avais donc invité pour ce webinaire-là pour le dernier module qui concernait davantage la pratique personnelle, enfin, qui n'implique pas qu'on ne puisse pas parler de pratique professionnelle, bien évidemment, hein, puisque c'est quand même un thème important. Mais la pratique personnelle est un thème aussi important et vous aviez la chance, dans la formule que vous avez eue, de bénéficier de tous les modules de la pratique personnelle. Ce qui veut donc dire que vous allez avoir dans les prochains mois quelques modules orientés sur la pratique personnelle, mais sur des aspects de la pratique que vous n'avez pas encore expérimenté en termes professionnels. Donc, c'est une belle possibilité pour vous de vous introduire, en fin de compte, aux enseignements qui seront proposés éventuellement dans un contexte professionnel qui, finalement, pour ceux qui auront envie d'aller au bout du voyage, ben, il y aura donc une proposition qui sera faite, qui va se faire. Donc, cette semaine, je vais vous la proposer. J'ai eu un petit peu de retard par rapport à ça. Et puis, bon, évidemment, s'il y a un intérêt, ben, vous pourrez jeter un coup d'œil par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, peut-être une petite présentation sommaire de ce qu'on avait vu avec le dernier module. Donc, le module que je souhaitais vous proposer cette fois-ci, c'est un module qui avait pour objectif de vous sortir un petit peu du cadre qu'on pourrait qualifier de thérapeute. Hein. C'est-à-dire que quand je suis un thérapeute, je fais une intervention énergétique, des programmations, des collages intuitifs, et j'avais donc le corps physique de mon partenaire, que ce soit à distance ou pas, j'avais un corps physique qui était là, un champ énergétique, des chakras, un aura, des fascias, des courants. Bon, j'avais comme une certaine structure énergétique qui me permettait de voyager dans un travail de décodage intuitif. Et dans le dernier module, l'idée était vraiment de vous sortir de ce schème-là pour vous donner l'opportunité de voyager à ce moment-là dans un univers beaucoup plus vaste, qui est moins organisé autour du corps physique ou du champ d'énergie, ou même des chakras, mais de vraiment élargir notre point de vue afin de voyager dans le passé, présent et futur. C'est là qu'on se rapproche peut-être plus moi, quand j'allais voir, quand j'étais enfant, un instant, quand j'étais jeune adulte, j'allais voir des thérapeutes intuitifs. Et ces thérapeutes intuitifs-là me faisaient une lecture de mon passé, de mon présent et de mon futur. Et eux partaient du principe qu'ils avaient la capacité de percevoir ma destinée. Et puis moi, je pense finalement que à travers ma démarche, j'ai expérimenté beaucoup ça avec ma clientèle. Moi, j'étais longtemps perçu comme un voyant au début de ma pratique. Après ça, bon, on m'a identifié toutes sortes de choses. Mais j'ai compris que le cadre du voyant, c'était un cadre finalement qui était très populaire, qui est très intéressant. Puis en même temps, qui rend souvent notre clientèle passive parce qu'elle vient voir un voyant pour se faire assurer face à son futur. Et puis moi, dans la pratique que je vous propose, j'aurais envie effectivement que vous compreniez très clairement que ce voyage qu'on effectue dans notre passé, présent, futur n'est pas en liaison avec, n'est pas en liaison avec la notion de destinée, par exemple, mais vraiment plus avec la notion du potentiel évolutif que j'ai en moi. C'est-à-dire que si moi, je suis complètement figé à l'intérieur de moi-même, mais c'est évident que mon futur sera complètement figé aussi. Donc, je vais reproduire des dynamiques, des problématiques, et avec le temps, bien évidemment, éventuellement, il va y avoir des problèmes soit de santé, des problèmes émotionnels, etc., qui vont en résulter. Et la lecture du futur, dans ce cas-là, ne sera pas difficile à faire, puisque je constaterai que la personne, elle est simplement figée, donc elle est complètement crispée dans quelque chose qui ne bouge pas, et que c'est normal que son futur soit déjà très clairement identifiable, parce que justement, cette personne-là n'a pas la capacité de réinventer sa vie. Alors, je pense que l'idée de ce module-là est vraiment vous faire prendre conscience qu'il est possible donc de voyager dans notre passé. Et notre passé, ça touche aussi les mémoires psychogénéalogiques. Donc, de constater que dans mon propre passé à moi, j'ai donc mon histoire de vie qui me limite, mais j'ai également des résonances que je peux avoir avec des parents ou des arrière-parents qui peuvent me limiter. Et en plus de ça, je peux être en résonance avec des mémoires d'autres vies qui peuvent encore plus me limiter aussi. Donc, en faisant ce voyage-là, c'était d'apprendre à se dégager de ces mémoires-là pour se renouer contact avec une forme d'alignement.
Et cet alignement-là me permet d'être dans mon présent. Et dans mon présent, ben, je peux actualiser mon potentiel futur. Et ce potentiel futur-là peut me permettre de créer un futur en harmonie avec moi-même. Alors, le voyage que je vous proposais dans ce module-ci, c'était de vous donner les prémices qui vont vous permettre de faire des voyages régulièrement dans votre passé, présent, futur, pour être capable de vous dégager justement de ces notions qu'on peut qualifier de destinée, de karma, de mémoire d'autres vies qui nous limitent, etc. Tout ça est un principe finalement qui, lorsqu'on regarde la physique quantique, nous fait bien comprendre, la physique quantique nous fait bien comprendre que tous ces concepts-là sont des concepts qui sont beaucoup reliés à la notion d'espace-temps et à la notion, quelque part, que rien ne bouge. C'est-à-dire que si tu as vécu telle chose dans une vie, ben, tu vas vivre telle autre chose dans une autre vie. Alors, on a ça avec une logique, finalement, qui est vraiment reliée à cette notion de passé, présent, futur. Et que quand on commence à se libérer de ces notions d'espace-temps, on se rend compte qu'il est possible de se libérer, justement, de cette notion de programmation qui est reliée à la destinée ou au karma, et donc de s'actualiser d'une façon plus importante. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire comme introduction par rapport à ce module-là. Peut-être que vous avez maintenant des questions sur la pratique. Alors, si vous y allez, vous pouvez donc les manifester sur le chat comme on le fait habituellement. Je contacte Nathalie, elle est au lit, la pauvre, donc je la salue, hein, même si elle ne va pas bien. J'espère qu'elle aura la chance de revisionner le webinaire en question. Non, malheureusement, Marguerite, je n'ai pas vu ton dernier mail à 18h. Je vais peut-être revoir sur mon autre ordinateur qui est ouvert, si je suis capable de voir tes questions. Et entre-temps, bien évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions, allez-y. C'est le moment d'y aller. Ça peut être sur ce module-ci, mais ça peut être sur d'autres sujets, hein, parce qu'évidemment, on a fait un travail important. Donc là, je suis sur mon mail. Je vais regarder ce que j'ai de comme question. Eh bien, je ne sais pas à quelle heure tu l'as envoyé, Marguerite, mais et sur quel mail que tu me l'as envoyé? Parce que j'ai un mail de toi, mais ça ne semble pas avoir de questions. Non, je n'ai pas de questions à 18h23. OK. OK, je l'ai effectivement, mais je n'ai pas les questions. Je n'ai pas les questions. Puis Ludivine m'a envoyé les questions aussi. Ah ben, ça va super bien. J'ai reçu vos mails, non pas Ludivine par contre, mais j'ai reçu celui de Marguerite à 18h23. Ah voilà, OK, d'accord. Excuse-moi Marguerite, parce que les mails sont faits d'une façon des fois qui ne sont pas toujours évidentes. Première question de Marguerite. Prenez des notes s'il vous plaît. J'ai l'impression que nos mémoires ancestrales sont dans nos cellules, fruits de notre lignée, mais pour ce qui est des mémoires collectives de l'univers, j'ai plus de mal à comprendre d'où elles viennent. Cette fameuse bibliothèque là-haut, l'énergie des êtres ne se perd pas, mais reste dans l'atmosphère. C'est ce que j'ai tendance à penser. Et on peut rentrer en résonance avec. Est-ce que j'ai bien saisi tes explications? Oui, effectivement, Marguerite, c'est exactement ça. On peut facilement envisager que la mémoire humaine, bon, par exemple, je décède. Alors moi, je décède, mon corps physique va donc mourir, mais j'ai quand même une certaine somme de mémoire qui est animée de vie. Et cette mémoire-là, quelque part, va se retrouver dans un espace mémoriel dans lequel il y a des fréquences, dans lequel il y a des échanges énergétiques qui vont exister entre ma mémoire à moi et la mémoire de d'autres personnes. Et il y a donc un phénomène de résonance qui peut se produire, qui vont faire que les mémoires peuvent donc finalement se nourrir entre elles et se perpétuer à très très long terme. C'est ce qui explique pourquoi justement pas de résonance. C'est que ces mémoires-là sont capables de s'auto-nourrir, pourrait-on dire ça comme ça, ben moi, en tant qu'être humain physique que je suis, en tant qu'être vivant, je peux donc, sans m'en rendre compte, raisonner avec ces mémoires d'autres vies-là. Et en raisonnant avec elles, bien inévitablement, il va y avoir donc aussi un processus de nourriture, c'est-à-dire que je vais activer, en fin de compte, nourrir les mémoires d'autres vies. Et ces mémoires d'autres vies-là vont finalement se greffer à mon propre champ énergétique. Maintenant, pourquoi ces mémoires d'autres vies-là, ou même des mémoires d'ancêtres, pourraient se synthétiser à moi ou résonner avec moi? C'est parce qu'effectivement, il y a une charge émotionnelle qui va être commune. C'est-à-dire que si je rejette de la colère, ou je suis en colère, je vais résonner avec des mémoires d'autres vies qui ont une même charge émotionnelle de colère.
Et ce processus-là va souvent permettre, tant pour moi qu'aux mémoires d'autres vies, de faire un travail. C'est-à-dire que si je fais un travail, moi, de libération de la colère, ben, ces mémoires d'autres vies-là, je risque de les aider à faire un travail de libération de la mémoire aussi. C'est un peu comme ça que l'univers fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une genre de hiérarchie mémorielle et dans le processus d'évolution que moi j'ai en tant qu'être humain, ben, j'apprends progressivement à me dégager de ces charges mémorielles-là. Et en effectuant ce travail-là, ben, ces mémoires-là se trouvent à être moins en résonance avec moi, se trouvent dans un processus, donc ils n'ont plus cette nourriture-là. Et il y a des chances que ces mémoires-là puissent effectuer un travail de délâchement de conscience aussi. C'est ce qui se passe, évidemment, dans les phénomènes d'exorcisme et tout ça. Ces mémoires-là qui vont se figer à nous, elles sont là quelque part parce qu'elles ont envie d'évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf que nous, on a tendance, effectivement, à les pointer du doigt en leur disant qu'elles ne sont pas positives, qu'elles ne sont pas gentilles. Mais elles sont, quelque part, c'est qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont en souffrance et elles ont un désir, justement, qu'on les aide à évoluer, à progresser, à cheminer. Et que si on se donne l'opportunité, justement, de leur donner tout ce qu'ils ont de besoin par la déprogrammation, bien évidemment, on va les aider aussi donc à évoluer, à cheminer. Dans le livre Le Messager, il y en a beaucoup de questions de ça. Dans ce livre-là, moi, ce que je présentais comme idée, c'est que la sagesse intelligente, la sagesse intuitive, n'était plus capable de communiquer avec l'être humain comme elle le souhaitait, parce qu'il y avait trop de perturbations qui empêchaient l'être humain de recevoir la sagesse intuitive. Alors, ces perturbations, qu'est-ce que c'était? C'était effectivement l'agglomération de mémoire qui existe depuis le début des temps et qui s'est accumulée sans cesse et qui fait que nous, en tant qu'être humain, on n'est plus capable d'accéder à cette intelligence universelle-là parce que, justement, on est constamment pollué par un genre de plafond très, très dense de mémoire qui fait que ces mémoires-là, effectivement, vont nous récupérer. C'est-à-dire qu'elles vont récupérer constamment notre habileté, notre volonté à vouloir accéder à cette sagesse universelle-là. Donc, André me demande quel est le livre. C'est Le Messager, qui est un tout petit livre que je n'ai pas sous la main ici. C'est un petit livre que j'avais écrit qui présentait un peu un message qui manifestait aussi l'idée que l'être humain, le messager, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous des messagers qui avons le désir, justement, de devenir des messagers pouvant être capables de pouvoir, justement, avoir une action sur cette mémoire-là et donc, progressivement, de se libérer de cette programmation mémorielle dans laquelle on se trouve. Alors, c'était pour la première question, Marguerite. Donc, tu me reviens si je n'ai pas répondu à ta question par rapport à ça ou convenablement. Tu as des questions par rapport à ça. Pour le chapitre 10 et 11, Mémoire des ancêtres, peut-on utiliser pour un soin professionnel en visionnant sur écran les deux personnes avec la problématique ancestrale, de même qu'au chapitre 8 et 9, entre deux personnes, par exemple deux sœurs, etc. De même au 8-9, soin avec mon compagnon, le désir de partage après soin, est-il favorable ou non? Dans mon cas, je pense que oui, chacun fait son ressenti, je suppose. Donc, c'est plus trop une question. OK. J'essaie de comprendre, Marguerite. Mais si j'ai bien compris, en fait, il faut bien comprendre de ce module-là. C'est un module qui quand j'ai fait la formation professionnelle que vous avez eu accès, vous avez eu droit à plusieurs cadeaux, dont une série de modules de la pratique personnelle, dont celui-ci fait partie. Pour les prochaines personnes, juste pour vous montrer comment vous avez été avantagé, les prochaines personnes auront donc l'opportunité de suivre la formation professionnelle de base telle que vous l'avez reçue, sauf qu'ils n'auront pas eu accès à cette série de modules de la pratique personnelle, puisque dorénavant, ça sera présenté sous forme de spécialité. C'est-à-dire que le module que vous avez suivi sur la voyage dans l'univers mémoriel va s'accompagner d'une série de vidéos qui vont vous permettre de faire une pratique professionnelle. C'est-à-dire que toutes les pratiques qui sont proposées dans ce module-là ont donc un volet personnel et un volet professionnel. Alors, dans ce sens-là, je pense que je réponds à la question, Marguerite. Reviens vers moi si ce n'est pas le cas. Alors, donc, évidemment, tout type de travail que l'on effectue sur les ancêtres, sur les mémoires d'autres vies, sur le passé, sur le futur, sur les relations, sur ce que tu veux, tout ça, quelque part, peut se faire totalement dans une pratique à deux, de la même façon, et le voyage va nous permettre donc effectivement de conscientiser qu'on peut effectivement aussi faire des projections dans le futur, donc de découvrir qu'il y a un potentiel futur aussi qui existe en chacun d'entre nous et qu'un partenaire peut venir nous voir, qu'on peut effectivement se lier à son potentiel futur également et l'aider donc à évaluer si ce potentiel futur est positif, de chercher à l'actualiser et s'il ne l'est pas positif, bien évidemment, de chercher à évaluer qu'est-ce qui peut être fait pour l'améliorer. Donc, ça, c'était la question. Donc, Marguerite, n'hésite pas si tu as des commentaires pour la question que tu viens de me faire part. La troisième question qui m'est posée,
Là, par contre, Marguerite me dit, même sans l'accord de l'autre personne, je rappelle toujours la même chose par rapport à cette question-là, qui est assez importante, c'est que dans l'éthique, on doit effectivement toujours demander l'autorisation d'une personne quand on fait une écoute sur cette personne-là, sauf quand même dans certains cas qu'on avait déjà identifiés, que je vais répéter quand même pour bien se le rappeler. Le premier cas qui était sans doute, qui est quand même intéressant, c'est que si je fais une écoute, moi, sur une personne avec qui je souhaite me rapprocher, c'est-à-dire que je n'ai pas, cette personne, je suis en conflit avec elle, par exemple, j'ai envie de me rapprocher de cette personne-là, j'ai envie de mieux comprendre le conflit que j'ai avec cette personne-là, je pourrais très bien faire une écoute, un peu comme la technique de l'accueil, par exemple, avec un partenaire qui n'est pas là, qui n'est pas conscient que je le fais, mais je le fais dans l'idée que je veux faire un travail sur la relation, la dynamique relationnelle qui existe entre moi et mon partenaire. Donc, à ce moment-là, je pourrais le faire sans lui demander son autorisation, puisque je le fais à des fins d'évolution, d'une part, et je le fais aussi dans un souci, justement, de vouloir améliorer la relation. Alors, dans un cas comme celui-là, on va accepter de le faire comme ça. Les autres exceptions, c'est évidemment chez des personnes qu'on peut qualifier de non responsables, c'est-à-dire qu'on va accepter qu'une personne responsable nous demande de faire un soin sur une personne qui est non responsable. Donc, un enfant, une personne qui serait inconsciente, une personne qui ne serait pas en mesure de pouvoir donner son avis, de pouvoir dire si elle le veut ou pas, ça serait donc la personne responsable qui nous le demanderait à ce moment-là. Ça, c'est des grosses exceptions, je dirais, par rapport à ta question, à ton commentaire, Marguerite. La troisième question que tu me poses, c'est pour ce qui est de ma santé, j'ai retrouvé, non, ça c'est peut-être personnel, je pense. Oui, tout à fait. Une question de temps dans l'intégration, c'est bien évident. Comme j'ai dit, c'est que la question plutôt faire une overdose de soins. Alors, une overdose de soins, c'est pas une overdose de soins. Parce qu'une overdose de soins, quelque part, un soin lorsqu'on fait un bon soin, je dirais, on ne fera jamais d'overdose de soins. Parce qu'un bon soin, c'est un soin qui va nous amener à prendre conscience qu'on doit prendre une gestion, qu'on doit arrêter pendant un certain temps, parce qu'effectivement, on a convenu qu'il y avait qu'on avait besoin d'une pause. Ça serait pour moi une bonne quantité de soins qu'on effectuerait parce qu'on serait capable de reconnaître qu'on était trop loin. Maintenant, l'humain, comme nous sommes des êtres humains, comme nous sommes imparfaits, comme nous ne sommes peut-être pas toujours à la mesure de faire ce qu'il faut pour nous-mêmes, c'est évident que la notion d'overdose de soins peut, où ça peut jouer l'overdose de soins, c'est que quand j'enlève des couches, parce que vous vous rappelez que quand on fait un travail sur soi et quand on fait un travail sur un partenaire, c'est la même chose. Rappelez-vous bien de ça. Il y a des couches. Alors, quand on enlève une couche, on enlève deux couches, on enlève trois couches, super bien, la personne se sent bien, puis oups, la quatrième couche, elle tombe en effondrement. Elle est épuisée, tout va mal, ça ne va plus dans sa vie, elle ne comprend plus rien, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre la troisième et la quatrième couche? C'est que lorsqu'on a touché la quatrième couche, on a touché justement des zones de fragilité chez cette personne-là. Et parce qu'on a touché cette zone de fragilité-là, la personne s'est effondrée parce qu'elle n'était pas capable de pouvoir être capable de gérer cette charge émotionnelle qui s'est révélée à elle-même. Et parce qu'elle s'est révélée à elle-même, ben elle s'est trouvée un peu comme bloquée à ce moment-là, au niveau de sa capacité donc à gérer ses émotions. Alors moi, je vous dirais, Marguerite, c'est sans doute ça qui s'est passé dans ton cas. En effectuant des soins sur toi, tu es peut-être arrivé à une étape où justement tu as touché, tu as quand même beaucoup de choses qui ont bougé chez toi, Marguerite. On se rappelle que lors du stage, tu as fait des prises de conscience, tu as reconnu que tu avais un désir de t'affirmer, maintenant tu n'arrêtes pas de me poser des questions, je ne sais plus comment faire, pour t'arrêter, tu es en feu complètement, non, je blague, mais tu as beaucoup de capacité, tu es beaucoup plus dans un processus d'affirmation. Alors donc, tu apprends à gérer ton énergie complètement différemment que ce que tu as pu vivre auparavant. Donc, c'est bien évident que dans des conditions comme celle-là, l'équilibre que tu es en train de mettre en place exige des ajustements chez toi et c'est des ajustements qui te ramènent sans doute à constater qu'il y a des choses dont tu n'as plus envie, il y a des choses dont tu as envie et ta vie change. Et parce que ta vie change, tu es obligé quelque part de réorganiser ta vie autour de ces changements-là. Alors moi, je te dirais que c'est certainement ça qu'il faut que tu regardes pour réajuster ta vie par rapport à ça. Et dans ce sens-là, le potentiel futur peut être une bonne exercice à faire. Parce que dans le potentiel futur, ce que tu fais, c'est que tu te projettes. Et tu te projettes, évidemment, on peut se projeter avec l'idée de préserver ce qu'on a été jusqu'à maintenant, mais on peut également se projeter dans le futur avec l'idée de
c'est quoi le potentiel futur le plus évolutif pour moi, le plus approprié pour moi. Et à partir de là qu'on a fait ça, on peut évaluer quelle façon que je pourrais prendre ce potentiel futur évolutif-là et de l'actualiser dans ma vie. Ce serait peut-être effectivement intéressant à pouvoir jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Je ne sais pas si je te réponds à ta question, Marguerite, par rapport à cette question-là que tu avais pour moi. Tu me fais un petit signe pour me le faire savoir. C'est tant mieux, Marguerite, tant mieux si celui-là est aidant, parce qu'effectivement, l'objectif de toucher, vous allez voir que dans les prochains modules, on va toucher d'autres façons de travailler avec la pratique intuitive. C'était un peu l'objectif que j'avais. C'est-à-dire que là, on a travaillé sur le voyage mémoriel, donc on a travaillé un peu comme des voyants. Rappelez-vous que c'est un peu comme des voyants. Les voyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lectures du passé, présent, futur. Ou les clairvoyants, ou vous voyez, c'est un peu le concept que j'avais envie d'explorer avec vous, parce que je crois que c'est une pratique intuitive qui est très, très importante de bien maîtriser que ce volet-là. Et évidemment, ceux qui ont envie, bien évidemment, il y aura un petit volet qui sera proposé, formation professionnelle, pour ceux qui sont intéressés pour la rentrée, que je vais vous envoyer très bientôt comme invitation. Et puis, vous pouvez voir si ça vous intéresse. Mais vous avez comme des clés ici avec ce module-là. Oui, quand tu dis le meilleur potentiel futur, ça signifie différents scénarios possibles. Oui, André, totalement. Il y a donc une théorie... de plus en plus, il y a une théorie qui va dans ce sens-là. La physique quantique a beaucoup amené un modèle. Avant, on avait cette espèce de notion de futur destiné, prédestiné, un peu comme les gènes. On avait l'impression qu'il y a une génétique déjà établie. On avait beaucoup figé les choses parce que notre regard sur la réalité avait tendance à faire ça. Mais avec la physique quantique qui bouleverse énormément de choses, on est obligé à quelque part de remettre en question la génétique. On est obligé de remettre en question également cette notion de futur. Et on amène l'idée de plus en plus. J'avais beaucoup aimé une théorie qui a été, je ne pourrais pas vous dire l'auteur de l'hypothèse qui a été mise, mais il y en a question dans certains articles ou ouvrages que j'ai écrits, lui mettant en évidence que les cerveaux, à quelque part, on pensait qu'ils étaient là. Alors maintenant, on sait que grâce à la physique quantique, mais aussi grâce à notre compréhension énergétique, on comprend bien que le cerveau, c'est pas juste notre tête. On comprend quelque part que toutes les cellules de notre corps ont de l'information. Donc, tout le cerveau, finalement, le corps est en quelque sorte notre cerveau. Donc, notre cerveau n'est pas localisé là, il est délocalisé, en fin de compte, dans le sens qu'il est localisé partout. Alors ça, c'est une première information qui était donnée. Et on partait du principe que dans ce champ énergétique-là, il y avait une somme, toutes les sommes d'expériences qui avaient été vécues depuis le début de notre vie, avaient été accumulées. Alors, ça, c'était l'idée. Et à ce moment-là, ça veut dire que toutes ces expériences-là avaient quelque part été enregistrées dans notre champ énergétique, notre conscience, et on était parvenu à comme déduire des choses de ça. Et ces déductions-là mettent en évidence, donc, à quelque part, qu'il y avait, donc, dans toutes ces déductions-là, donc, des potentiels futurs. Donc, il y avait une série de potentiels futurs qui existaient dans ma conscience. Et celui qui allait être choisi comme étant le potentiel le plus évident, celui qui allait se manifester le plus clairement, le plus évident, c'est celui, à quelque part, qui allait avoir le plus d'importance dans la conscience. C'est-à-dire que la conscience va lui donner plus d'importance que tous les autres. Et c'est comme ça qu'on allait comprendre, justement, que le potentiel futur allait se réaliser. C'est-à-dire que moi, quand je faisais de la lecture intuitive du type voyance, ce que je fais aujourd'hui encore, mais en amenant justement une notion importante qui est le potentiel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de prédestination, de destinée comme telle, de karma, mais on parle quelque part de potentiel. Un potentiel limitatif, c'est ce qu'on appelle le karma. Un potentiel limitatif, ça veut dire quoi? C'est je sais aujourd'hui que je suis comme ça et que demain je serai comme ça et qu'après-demain je serai comme ça et que je mourrai comme ça. Alors là, on est dans un processus de limitation où on n'envisage pas l'idée qu'on pourrait évoluer, qu'on pourrait changer les choses. Alors que quand on commence à regarder le potentiel évolutif, on commence à comprendre que le potentiel évolutif nous met dans une reconnaissance d'une réalité, il nous met en contact avec l'idée qu'on pourrait changer les choses. Et changer des choses, ça veut dire que ça pourrait nous amener à évoluer et progresser et changer notre futur. Donc, c'est ça un peu l'idée du potentiel futur, que oui, effectivement, il y a plusieurs scénarios possibles dans le futur, que quand on comprend cette réalité-là, ça nous fait comprendre beaucoup de choses, à mon sens, à moi, dans les voyages qu'on peut faire dans l'inconscient, dans la mémoire. Là, on a beaucoup exploré passé, présent, futur. Dans les prochains modules, on va explorer le travail avec les guides, les personnes décédées, etc. Donc, on va quand même se rendre conscient, quelque part, que dans ces univers-là, il y a énormément de potentialités. Et que moi, en tant qu'être humain, je suis observateur de ça. Donc, l'observateur que je suis doit être un témoin véritablement
Parce que s'il n'est pas un témoin, il va avoir tendance, évidemment, à projeter ses propres croyances là-dedans. C'est ce qui explique pourquoi, depuis le début des temps, on a une vision, dans l'ésotérisme, entre autres, on a des visions très figées, j'irais jusqu'à dire, de ces univers mémoriels, de la façon que l'univers fonctionne, parce qu'on n'était pas capable de se rendre conscient euh, suffisamment, quelque part, de la vie qui animait ces univers subtils-là, parce qu'on n'était pas capable de s'ajuster à la réalité que la physique quantique nous permet d'accéder aujourd'hui, qui nous remet en question plein de choses, qui nous fait comprendre que tout est en mouvement. Alors qu'avant, on avait une espèce d'impression que la Terre était faite d'une certaine façon, et que quand on pénétrait ces univers subtils-là, on allait se retrouver avec un peu une même similitude, à quelque chose un peu plus figé également. Et ça, tout est remis en question maintenant de plus en plus. Et dans ce sens-là, oui, il y a plusieurs scénarios possibles. Et notre travail à nous, en tant que thérapeute intuitif, c'est d'être capable d'observer les potentiels futurs qui sont possibles, les potentiels qui sont là, et évidemment, quand il y a un potentiel limitatif qui est là, qui n'est pas souhaitable, de l'identifier, mais d'être avec notre partenaire pour justement l'amener à faire un travail pour qu'il puisse justement se dégager de cette limitation-là, pour accéder évidemment à un potentiel de plus en plus évolutif. Donc voilà pour ma réponse, André. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir sur ce module-là ou sur d'autres sujets. D'abord, est-ce que vous avez eu la chance de pratiquer beaucoup? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pratiqué, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, je me dis qu'il n'y a peut-être pas de commentaires qui ont été faits. Il y a Annie qui me dit comment déterminer son meilleur potentiel. Ben, en fait, logiquement, quand on fait un travail de déprogrammation et qu'on fait un travail de soin, à la fin du soin, à la fin du travail de déprogrammation, on va constater qu'il y a, que je pourrais appeler le plus beau de la personne. C'est-à-dire qu'on va constater qu'il y a un potentiel évolutif qui apparaît clairement dans le soin à la toute fin. Ce potentiel-là, est-ce qu'il va se réaliser dans le monde terrestre? C'est une grande question à se poser, puisque c'est là qu'on commence à comprendre qu'il n'est pas trop facile de partir d'un potentiel évolutif, de prendre ce potentiel évolutif-là et de l'amener dans la matière pour l'assumer et d'amener une transformation, de l'actualiser dans la matière. Souvent, on est souvent confronté à ne pas être capable de faire ça. Et n'étant pas capable de faire ça, bien évidemment, on a l'impression justement qu'on n'est pas digne, on n'est pas en harmonie avec notre potentiel réel, on n'est pas en harmonie avec nos capacités, nos potentialités. Et combien d'êtres humains vivent sur Terre avec ce sentiment qu'ils ont un potentiel en eux et qu'ils ne sont pas capables de le réaliser? C'est triste ce que je viens de vous dire. Sauf qu'en même temps, c'est quand même assez juste. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont conscience d'un certain potentiel qu'ils ont, mais n'arrivent pas à le développer comme ils le souhaiteraient, comme ils le voudraient. Donc, je pense que quand on effectue un travail intuitif, où on intègre cette notion de passé, présent, futur, on doit vraiment comprendre que le potentiel évolutif que l'on peut percevoir chez un être humain, ben, la majorité des gens vont dire, ah, ben, potentiel évolutif, ah, tu as vu mon avenir, j'ai juste à m'asseoir, puis ça va se réaliser. Et ça, c'est une croyance qui est assez populaire quand même chez l'être humain, d'avoir l'impression que parce qu'un voyant a vu quelque chose, ça va se réaliser. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Si le potentiel évolutif est trop évolué, justement, trop subtil, on peut voir un potentiel évolutif chez une personne qu'on peut voir qui pourrait se réaliser, mais ce potentiel-là exige quelquefois des grandes transformations chez une personne. Et si la personne ne fait pas ces transformations-là, ben, elle ne va pas justement se donner l'opportunité de vivre le changement qu'on a pu percevoir dans notre perception. C'est très important de s'éduquer soi-même pour commencer, mais d'éduquer aussi notre clientèle avec cette idée-là. Parce que je pense que si on ne le fait pas, ben, quelque part, on illusionne notre clientèle, c'est-à-dire qu'on tombe dans le rôle du thérapeute intuitif qui voit l'avenir et qui va simplement faire une belle histoire de l'avenir, mais qu'on n'amène pas la responsabilité chez notre client, qui lui a besoin également de prendre conscience qu'il a la responsabilité de réaliser ce projet, ce potentiel-là. Et pour nous, quand on fait un travail sur soi-même, c'est la même démarche qu'on doit comprendre. C'est pas parce qu'on voit quelque chose que ça va se réaliser tout seul. On doit vraiment devenir conscient qu'il faut nourrir ce travail-là pour lui donner la pleine mesure. C'est un peu ce que je vous dirais par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'était clair pour toi, Annie, mais c'était ma réponse concernant la question que tu avais à me poser. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres petites questions concernant cela. Je suis content que tu sois d'accord, Annie. Tu as été en désaccord, tu as été un petit peu plus... nous aurions été confrontés à nos potentiels limitatifs, alors, entre nous, et puis ça aurait été dommage. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis je pense que quand on regarde une relation amoureuse, par exemple, souvent, il y a des gens qui vont nous dire
ah, je sens, souvent les femmes vont être capables de dire ça, souvent d'ailleurs. Elles vont dire, oui, mais cette personne-là, je sens qu'elle est une belle personne, qu'elle a des belles valeurs, qu'elle a des beaux potentiels en elle. Je suis convaincu qu'on pourrait faire un beau couple. Mais si cette autre personne-là n'est pas capable d'actualiser ce potentiel-là que l'on voit nous, et ça peut être juste ce que l'on voit. Et ce potentiel-là, il va peut-être se réaliser en 10 ans pour cette personne-là. Mais si nous, on le voit aujourd'hui, puis qu'on est convaincu qu'il va se réaliser, ben, on a perdu à quelque part notre jugement, je dirais. Dans le sens que notre jugement, il va être bien juste, on va être capable de bien évaluer cette personne-là, elle est là dans son cheminement de vie, et ça va y prendre tel nombre de temps pour arriver à ce potentiel futur qui est en elle. Si tout se passe d'une certaine façon. Peut-être qu'elle pourrait le faire plus rapidement, mais ça lui demanderait de faire un travail plus important, etc. Donc, on comprend quelque part que l'espace-temps est très important dans cette notion de passé, présent, futur. Et surtout, quand on veut envisager la notion du futur, on doit vraiment bien comprendre que le potentiel futur est quelque chose qui peut se faire à l'intérieur d'un laps de temps plus ou moins long, selon notre capacité, nous, à bien jouer, à bien déjouer, pourrait-on dire, les mécanismes de limitation qui peuvent se présenter tout au long de notre vie. André me parle de mémoire antérieure. Avant que tu nous freinais sur ce thème, non, tu abordes clairement. Explique. Je ne sais pas si je vous freinais. Si c'était le cas, ce n'était pas mon intention. Je vous dirais plutôt que les mémoires de vie antérieure, c'est quelque chose que moi j'ai observé dans ma pratique et dans l'enseignement que j'ai reçu, dans les gens que j'ai côtoyés aussi. C'est un thème qui était un peu, que je dirais, un peu facile. Je donne un exemple. Quelqu'un a un problème, par exemple une crise psychologique, on lui dit « Ah, ben tu avais une entité en toi d'une autre vie qui était là. » Et là, bingo, on vient de régler la chose. Je trouve qu'on tombe dans cette facilité avec les mémoires d'autres vies. Hein, tu as tel problème parce que telle chose, parce que tu as été ça dans une autre vie, etc. Et ça, je trouvais ça plutôt facile. Alors moi, ce que je voulais de vous, et ce que je m'attends de moi aussi, c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe. Et avant même d'aller dans les mémoires d'autres vies, je trouve que c'est trop facile dans les mémoires d'autres vies et de négliger quelque part l'analyse qu'on peut faire de ce qui se passe dans le présent chez une personne. Si on est capable de comprendre la psychologie d'une personne dans son vécu actuel, on est capable d'expliquer énormément de choses sur son vécu actuel en comprenant quelque part qu'est-ce qui se passe dans sa vie, passé, présent, futur. Si on a besoin de toujours faire référence à les mémoires d'autres vies, je crois qu'il y a un petit problème. Je vais vous donner l'exemple de ça que je vous ai peut-être déjà raconté. C'est une étudiante à moi qui était, semble-t-il, vraiment très, bon, elle a fait un enseignement avec moi. Une autre personne avait dit, écoute, elle va être super bonne, elle est vraiment talentueuse, etc. Et je lui avais dit, bon, ben c'est super, tant mieux, effectivement, on va voir que la suite. Et puis cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a développé donc un genre de logique intellectuelle en se disant, ben je traite l'intuition, je vais me mettre en relation avec la généalogie des gens, je vais voir leur père, leur mère, la relation avec les parents et les ancêtres, et ensuite je ferai une conclusion, et ainsi de suite, etc. Et là, finalement, ça a été pour moi dommage parce que j'ai essayé de l'encadrer, cette personne-là, pour la faire évoluer. Et elle n'a jamais, malheureusement, plus l'enseignement avançait, tout le monde évoluait, tout le monde augmentait leur habileté intuitive. Elle, c'était devenu l'inverse. Et à la fin, elle était carrément dans le champ, dans le sens qu'elle était vraiment carrément pas apte à donner des bonnes perceptions intuitives parce que justement, elle s'était figée dans un espace. Alors, c'est pour ça que pour moi, les mémoires d'autres vies, la psychogénéalogie, c'est super intéressant, mais si on ne maîtrise pas bien le processus intuitif, on peut facilement faire des recettes. Et ces recettes-là vont finalement être pas vivantes. Elles ne sont pas riches, elles ne sont pas nourricières, parce qu'on va arriver avec des conclusions trop vite faites qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir arriver à amener notre partenaire ou à amener nous-mêmes à une compréhension. C'est pour ça que j'avais une petite réticence peut-être, c'est peut-être ça que tu as ressenti, André, à vous laisser aller dans ce thème-là, parce que je trouvais que c'était trop facile de s'égarer dans ce monde de ces mémoires d'autres vies-là, surtout quand on n'a pas une bonne capacité d'analyse. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai attendu à ce stade-ci pour vous présenter cet enseignement-là. Ludivine me demande, au cours d'un soin, je me suis retrouvé face à une âme pas pleinement incarnée. Il en manquait un bout. Je l'ai retrouvé plus haut, comme posé sur une autre planète. C'était l'incarnation d'avant qui était là et qui ne voulait pas se réincarner pleinement parce qu'elle attendait quelqu'un. Tu mets ça dans les mémoires d'autres vies. En discutant, elle a accepté de s'incarner pleinement. Alors, il faut que je comprenne bien, je me suis retrouvé face à une âme pas pleinement incarnée. Alors, quand tu me dis une âme pas pleinement incarnée, ça veut donc dire que tu ne parles pas de toi et tu ne parles pas d'une personne, d'un client à toi.
ou d'une personne avec laquelle tu faisais un soin. Tu me parles d'une âme qui était simplement désincarnée, qui était là, qui flottait dans l'espace. Alors ça, je voudrais juste que tu me précises ça pour que je comprenne bien ta question. Il en manquait un bout. Ok, tu étais en soin sur une personne. Alors, cette âme-là, c'était donc l'âme de la personne. C'est ça que tu veux dire, c'est ça? Parce que justement, il y a donc une... c'est ça. Hein, donc, il y a en chamanisme, on a souvent l'âme errante ou l'âme... la perte de l'âme, voilà. La perte de l'âme. C'est souvent un terme qui est utilisé dans le chamanisme, qui font référence... Comment ils procèdent dans le chamanisme, pour faire ce travail-là, c'est qu'ils vont prendre un tambour, par exemple, ou un autre outil, hein, mais le tambour, c'en est un, et ils vont amener leur partenaire à aller visiter la Terre, dans les profondeurs de la Terre et les profondeurs du ciel, pour renouer contact avec leur âme. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la personne malade a donc perdu une expression d'elle-même et ils vont chercher à renouer contact avec elle. Donc, le chaman va donc aller dans la Terre pour aller chercher cette âme-là. Il peut aller dans le ciel aussi, selon le cas, et il va donc amener l'âme dans le corps de la personne à toute fin, en lui disant bon, bienvenue chez toi, etc. Puis c'est un peu le soin qu'il va effectuer, le chaman en question. Ça me fait un peu penser à ça, ce que tu me décris là, Ludivine, dans le sens que tu as trouvé donc une âme pas pleinement incarnée, il en manque un bout. Donc la perte de l'âme, hein, la perte de l'âme, c'est souvent relié à un choc qui peut être associé donc à d'autres vies, qui peut être associé évidemment à un vécu, une souffrance qu'on a vécue dans notre vie. Et évidemment, donc on va recoller les morceaux, comme tu le fais, et on va ensuite amener donc l'âme en question dans l'intégrer dans le corps de notre partenaire. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une psychologue, d'ailleurs, qui s'est intéressée beaucoup à ce phénomène-là de la perte de l'âme et qui a amené cette notion que la perte de l'âme, c'était ce qu'on appelle en psychologie la dissociation. Une dissociation. Moi, je suis assez d'accord avec elle, puisque tout le travail que moi je fais est un peu dans cette même orientation-là, de parler d'énergie dissociée. Donc, c'est un travail de cet ordre-là que tu me décris là. Donc, l'important, évidemment, dans ce genre de travail-là, Ludivine, c'est évidemment que quand tu amènes l'âme, tu le réintègres dans le corps de ton partenaire, c'est de voir quel est le potentiel évolutif qui ressort de ça. Qu'est-ce qui se manifeste à ce moment-là? Parce que c'est important, parce que là, on touche le potentiel futur. Le potentiel futur, c'est que c'est bien beau à dire à quelqu'un, ben, j'ai été chercher ton âme qui était en petits morceaux, je l'ai recollé, puis je t'ai remis dans ton corps. Mais si on n'explique pas à notre partenaire qu'est-ce que ça implique dans son propre corps, on ne lui donne pas une explication psychologique qui va lui permettre de mieux comprendre le potentiel évolutif qui est en lui par rapport à ça, que ça va changer en lui, bien souvent, on ne va pas favoriser l'intégration de tout ça. Donc, c'est important, évidemment, que le cerveau puisse devenir conscient d'un changement en lui et qu'il puisse donc finalement honorer, pourrait-on dire, le travail qu'on effectue sur lui d'une façon plus importante. Alors, je dirais que ce serait quelque chose qui serait donc assez intéressant d'amener dans un cadre de consultation, que ce ne soit pas juste un acte thérapeutique qu'on n'explique pas, mais un acte thérapeutique dans lequel on nourrit le cerveau de notre partenaire pour que lui-même devienne plus conscient et plus responsable aussi du travail qui est effectué. Julien, donc si tu as des questions, Ludivine, là-dessus, tu y reviens. Donc, Julien, pour répondre à Annie et Ludivine, curieusement, je suis passé du module 3, pratique professionnelle, au lien module 7, pratique professionnelle. Y a-t-il un lien avec tous les modules de notre formation? Sorry, Ludivine. Y a-t-il un lien avec tous les modules? Donc, je ne sais pas à qui tu poses la question, Julien, mais si c'est à moi, il te manque un morceau. Donc, le module 3, ça veut donc dire qu'il te manquerait le module 4 de la pratique professionnelle. Et oui, j'ai pensé que tu pourrais entendre ça, Olivier. Je me suis dit, bon, Olivier va sûrement faire cette remarque. C'est seulement son style de faire des remarques pour me mettre mal à l'aise. Alors, donc, oui, c'est pas mal le petit bruit des corbeaux. J'entendais ça moi aussi. Donc, c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était une belle synchronicité, en fait. Surtout, on parlait de l'âme qui était perdue, etc. Donc, un peu plus, j'ai fermé la lumière, j'ai allumé la lumière, un peu de tonnerre et tout, mais bon. La prochaine fois, j'essaierai de tâcher de faire une mise en scène encore plus élaborée. Donc, oui, Julien, alors effectivement, on pourrait se reparler de ça, puisqu'il y a peut-être un module qui te manque, le module 4. Tu devrais l'avoir de la formation professionnelle. Et oui, effectivement, Julien, on différencie professionnel. Juste pour faire un retour d'horizon, vous avez les 3 premiers modules qui touchaient la pratique personnelle, module 1, 2 et 3, qui était l'introduction en ligne. Donc, ça, c'était la première étape. Après ça, vous aviez donc le module 4 et 5 de la formation personnelle que vous avez reçu, vous,
sous la forme du module 1 et 2 de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on parlait des chakras et de la psycho-énergétique des chakras. Et après ça, vous aviez donc dans la formation professionnelle 2 autres modules qui étaient complètement distincts de la formation personnelle, qui étaient sur les techniques de soins des guérisseurs et puis sur les fascias. Ça, c'était des enseignements qui étaient vraiment complètement différents de ceux qu'on retrouve dans la pratique personnelle. Et dans la pratique personnelle, pour la suite, après les chakras, vous aviez donc le travail sur la déprogrammation de la mémoire, ce que vous avez donc, ce que vous avez reçu là à l'instant. Et vous allez recevoir donc d'autres modules. Le prochain, ça va être sur l'alignement au soi supérieur. Donc, vous avez touché un petit peu ça dans le guérison, avec la guérison par l'âme lors du module, le module sur, sur les techniques de guérison, mais je voulais quand même, on l'approfondit, je dirais, dans ce module-là, puisqu'on va découvrir que quand on fait un alignement soi supérieur, on peut le faire un peu comme la guérison par l'âme, c'est-à-dire on part de l'âme, puis on envoie donc un effet d'énergie vers notre partenaire, vers nous-mêmes, mais on peut faire également un alignement en faisant un voyage, donc c'est la même continuité que ce qu'on vient de voir, où on voyage dans les différentes sphères. Donc, il y a la sphère énergétique, la sphère psychique personnelle, la sphère psychique collective, la sphère spirituelle. Donc, on apprend à voyager, à découvrir de quelle façon que l'alignement soit supérieur peut s'aligner par rapport à ces diverses sphères-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vous découvrir dans le prochain module. C'est assez intéressant aussi. Le module qui va suivre après ça, qui est toujours dans le personnel, va être sur les guides, la communication avec les guides, comment travailler avec eux, etc. Donc, ça, c'est un module qui va vous permettre de déprogrammer grâce aux guides. Après ce module-là sur les guides, vous allez avoir un module sur, écoutez-moi, excusez-moi, j'ai un doute en vous le disant, sur le coaching, l'auto-coaching, justement. Ça va être l'auto-coaching qui va vous être proposé. Donc, on va vous présenter une méthodologie pour tenir compte de tous les outils que vous avez et de voir de quelle façon vous pouvez aller un peu plus loin avec l'auto-coaching, qui va plus être orienté quand même sur comment je m'auto-coach et comment je peux justement mieux communiquer avec mon maître, comment je peux mieux communiquer mes perceptions intuitives avec mon entourage et dans un contexte professionnel, comment je peux justement mieux communiquer avec ma clientèle. Alors, ce sera un peu ça qui va être présenté dans ce module-là. Et après ce module-là, vous allez avoir pas mal complété, je dirais, l'ensemble des modules. Donc, on a un module de plus qui vous est proposé là, dans la formation personnelle. Il y en a 10 toutes neuves. Donc, je ne sais pas si j'étais clair, mais je pourrais te faire parvenir cela dès la fin du webinaire. Mais tu pourras me dire, de toute façon, si c'est quelque chose qui manque. OK. Est-ce que vous avez maintenant d'autres questions? Je n'ai pas testé au dernier webinaire. Est-ce que tu l'as enregistré? C'était sur l'explication d'évaluation. Oui, je l'ai enregistré. C'est bien que tu m'en parles. C'est la difficulté avec ce webinaire-là. Il a été enregistré, mais pas bien. C'est-à-dire que l'image est floue. Je n'ai pas compris exactement pourquoi. Mais j'ai surtout la difficulté à le transférer sur YouTube. Alors, je vais réessayer après celui-ci. Je vais réessayer. Ça fait 3 fois que j'essaye. Les 3 fois ne fonctionnent pas. Donc, je n'ai pas trop compris la raison de ce petit problème-là technique qui est associé à ce webinaire-là. Je vais réessayer après celui-ci et je peux vous en dire un peu par la suite. Là. Bon, alors André nous fait part de ses grandes, de son vécu personnel. Donc, tu avais bu, c'est tout. Alors, bon, c'est moi ça. C'est moi qui avais bu, c'est tout. OK, d'accord. OK, oui. Je pensais que c'était toi qui nous faisais peur que tu avais bu et puis que, voilà, tu voulais nous raconter un truc. Je sais que tu es quelqu'un d'assez intense, André, que tu as peut-être le goût de partager quelque chose là, de ton vécu intensif, mais je me suis trompé. Donc oui, effectivement, Olivier, je vais essayer de te l'envoyer, mais comme je dis, l'image est vraiment bizarre, mais le texte est resté là, donc je vais essayer de vous le réenregistrer et je vous enverrai un lien demain probablement pour faire part des 2 liens, des 2 conférences. J'espère que ce ne sera pas le même cas ici, mais ça semble mieux fonctionner pour celui-ci. Puis, est-ce que vous auriez maintenant des questions sur l'ensemble de la pratique de ce module-ci ou sur d'autres sujets? Ça va me suffire, mais je te remercie, Olivier, c'est gentil. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme de quelle façon je vais le prendre, mais bon, je vais l'accepter. Ça m'apparaît une bonne solution, que ce soit ma voix te suffise. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui auraient des questions, des commentaires, soit sur le module, soit sur la pratique autre? Là, on peut parler des autres sujets. Il y a Divine qui en a parlé un petit peu, donc c'est le temps.
Je te dirais, Ludivine, par rapport à ta question, c'est que là, elle me parle de l'évaluation. Et effectivement, je te dirais que dans la formation, de comment on est parvenu, euh, quand on est parvenu, quand je l'ai présenté ça au départ, moi, je n'ai ce qui a été présenté au départ, c'est 5 rendez-vous. 5 rendez-vous, ça veut dire 5 personnes que vous faites un soin. C'est évident que si vous voulez faire 5 suivis de 5 rencontres, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça peut être quelque chose de plus intéressant pour vous d'avoir cette mesure-là, hein, que moi, je peux vous évaluer sur ça. Ça va être plus juste, je dirais, que 5 consultations d'une rencontre. Pourquoi c'était 5 consultations d'une rencontre? C'est que j'avais évidemment en tête que la formation plus avancée va plus investir sur l'aspect suivi et que dans ce sens-là, ben, on aurait davantage, j'orienterais davantage ma supervision là-dessus. Avec le temps, par contre, je me suis rendu compte que comme je suis en train de changer un petit peu la structure pour faire des spécialisations pour chaque module d'enseignement, ben, il y aura donc plus une supervision plus serrée dans les prochaines sessions. Je crois que c'est une bonne chose aussi, considérant évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont vues, surtout avec, pour vous donner un exemple, donc vous avez eu 2 spécialisations, vous avez eu sur les fascias, vous avez eu sur les chakras, chakra et aura et fascia, et il y aura donc 2 spécialisations sur déploiement de la mémoire cellulaire, une autre spécialisation, une autre sur le transpersonnel, alimentation supérieure et déploiement par les guides, et une spécialisation qui sera activation intuitive des ressources créatrices, et une autre spécialisation qui sera multiconscience thérapie et suivi thérapeutique. Alors, tout ça va être vraiment des spécialités. Alors, toutes ces spécialités vont être des cours que les gens vont pouvoir prendre comme des perfectionnements, mais dans chacun de ces perfectionnements-là, il y aura toujours une supervision, donc qui indiquera effectivement si la personne a été en mesure d'aller chercher les compétences requises pour répondre aux exigences pédagogiques de l'enseignement. Donc, pour répondre très simplement à ta question, Ludivine, ce qui t'est demandé, c'était 5 personnes sur un premier rendez-vous. C'est ce qui est demandé, sauf que si vous avez envie d'en faire plus, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose pour vous et ça peut être intéressant pour vous de le faire pour mieux faire évaluer. André, comment mesurer de façon plus précise son niveau énergétique? Je te dirais, ça c'est une question quelque part qui exige des explications. Il faut faire attention avec cette notion de mesurer son niveau énergétique. Si je mesure ma cheville, si je mesure mon nez et si je mesure ma tête, la mesure énergétique ne sera pas la même. Là, j'exagère, je ne me mettrai pas à mesurer mon nez nécessairement pour faire cette mesure énergétique-là. Mais je peux pas comprendre que le point de vue, tu sais, je pense par exemple au pendule. Dans le pendule, on a développé une grille, une genre d'échelle qui s'appelle Angstrom, il me semble, et on mesure d'une façon subjective, à quelque part, un certain dosage énergétique. Ton champ énergétique est à tel niveau. Le champ énergétique d'une autre personne est à tel autre niveau. Donc, c'est une mesure subjective, ça. Sauf qu'avec la pratique, on peut arriver, même si c'est subjectif, on peut arriver à faire confiance à cette mesure-là parce qu'on est capable de constater qu'avec le temps, on est parvenu à développer une certaine cohésion, une certaine cohérence dans la mesure que l'on effectue. Quand on fait un travail intuitif comme celui que je vous propose, c'est bien évident que faire une mesure du champ énergétique global, c'est toujours quelque chose de dangereux parce que quelque part, on n'est pas dans la spécificité, on est dans la globalité d'une façon trop importante. Ce que je dirais, c'est qu'on peut très bien, avec la grille que je vous ai remise sur les chakras, avec la typologie, vous pourriez très bien, je pense que je vous avais remis une grille avec laquelle d'évaluation avec ça, dans laquelle vous avez des pourcentages de 0 à moins 100, de 0 à 100. Donc, on peut arriver avec des grilles comme ça à faire des mesures plus rapides du champ d'un niveau énergétique d'une personne. Mais je dirais que c'est toujours dangereux. Puis aussi, c'est l'autre façon de mesurer, c'est évidemment par notre perception. On peut très bien dire à quelqu'un, tu es équilibré, tu es hypoactif, tu es hyperactif, tu es surchargé, tu es épuisé. Donc, à ce moment-là, le niveau énergétique, on peut arriver à pouvoir parvenir à faire une mesure assez juste de ça. Alors moi, je dirais que ce serait quelque chose d'assez... c'est un peu toutes les façons il y a plein d'autres façons qu'on peut faire. Hein. Il y a des appareils, par exemple, celui qui nous a fait découvrir Julien, sur l'électrophotographie client, celui que j'avais avec la cohérence cardiaque. Il y a donc l'intuition, tout le travail qu'on a appris à faire qui nous permet de faire des mesures de ça, et des mesures comme avec des grilles. Là, je vois que vous ne les avez peut-être pas eues, donc je pourrais voir ce que je peux faire pour vous les faire parvenir.
Mais c'est grille simple, hein, c'est-à-dire que c'est une grille où on a de 0 à 100 d'un côté, de 0 à 100 de l'autre côté, et à partir de là, on peut faire une mesure du champ énergétique d'une personne. Cette mesure-là, quelque part, demeure finalement subjective. Et par contre, elle peut nous être utile dans la mesure que ça nous aide, nous, à identifier l'état énergétique d'une personne rapidement. Et on peut donc aussi voir rapidement après l'impact d'un soin énergétique. Mais ça reste subjectif. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça reste toujours comme des mesures qui sont des références, qui nous aident à mieux comprendre, qui nous aident à mieux cerner. Mais ce ne sont pas des vérités absolues. C'est ça qu'il faut savoir. Je suppose que ce niveau peut bouger d'un jour à l'autre, mais effectivement, ça, juste, je vais vous donner un exemple de ça. La cohérence cardiaque, elle nous a vraiment fait découvrir quelque chose à ce niveau qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut constater que, dans une mesure, une personne peut avoir un certain dosage énergétique. Pendant qu'on fait la mesure, on peut lui demander de penser à quelque chose de très négatif dans sa vie, et on va voir que sa mesure va complètement baisser. Elle va complètement être perturbée. On peut lui demander de penser à quelque chose de positif, quelque chose qui est relié à la compassion, à l'amour, et ces mesures vont vraiment augmenter. Tout ça pour vous dire que, évidemment, selon notre journée, selon ce qu'on pense, selon comment on se sent, il y a plein de facteurs qui vont jouer sur la nature énergétique, selon ce qu'on va manger également, selon l'activité sportive, si on fait du sport ou pas. Il y a plein de facteurs qui vont jouer. Alors, c'est certain que quand on travaille dans la superficie au niveau énergétique, on reste dans quelque chose qui bouge beaucoup. Quand on va dans la profondeur, et c'est là que la déprogrammation devient importante, parce que la déprogrammation, elle va faire taire tous les signaux inutiles. Et elle nous permet d'aller chercher la profondeur de l'individu. Et dans cette profondeur-là, on est capable de donner une mesure beaucoup plus juste de ce qui se passe chez lui. Alors, je pense que c'est là qu'on a vraiment une mesure beaucoup plus claire, beaucoup plus nette et beaucoup plus précise de ce qu'on va aller chercher. Il y a un autre enseignement que je trouve assez intéressant aussi, avec lequel qu'on va mettre en place bientôt concernant dans le cadre de l'école, c'est de travailler avec des petites vitres qui ont une information énergétique. Et à ce moment-là, on peut donc, à ce moment-là, constater si on met notre partenaire avec une résonance, avec une certaine information énergétique d'un certain type de produit, on peut voir sa réaction aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on peut amener donc une compréhension du champ énergétique. Et je dirais que c'est plus à travers plein d'interactions comme ça qu'on arrive à une meilleure mesure du champ énergétique d'une personne que simplement avec quelque chose de très arrêté, disons, comme une mesure énergétique, comme dans ce qu'on utilise avec le pendule, par exemple, avec le angstrom et tout ça. C'est des mesures qui sont un peu plus, qui peuvent avoir une valeur, mais ça reste que c'est quelque chose qui est que si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux, il faut prendre le temps de faire une mesure beaucoup plus complète de chacune région du corps. Vous voyez, la globalité, c'est simplement une vision d'ensemble. Maintenant, si on va dans le détail, on se rend compte que cette vision d'ensemble-là est animée par plein d'informations différentes qui se localisent dans le champ énergétique. Et c'est important de s'en rendre compte aussi de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, si il y a d'autres questions, c'est le moment. Alors, Julien, qui a toujours de très, très bonnes idées, vient d'avoir une nouvelle idée que je vais vous partager avec vous. Donc, pouvons-nous demander avec des personnes proches de nous, que nous connaissons trop bien et volontaires, dont on n'oserait pas travailler avec, d'échanger nos contacts entre participants. Excellent. Bien sûr, ce serait une excellente idée de pouvoir le faire. Si ça vous intéresse, je vous invite à le faire. Ce serait quelque chose, je pense, qui serait fort intéressant pour vous. De toute façon, l'idée, c'est de pratiquer le plus possible. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, je sais qu'il y a des gens de la formation personnelle qui seraient intéressés à faire la formation professionnelle aussi. Pas faire la formation professionnelle, mais recevoir des soins de gens de la formation professionnelle. Donc, si ça vous intéresse, moi, je leur parle la semaine prochaine et je pourrais leur faire part également de pouvoir vous mettre en contact avec eux. Pour ce qui est du chat, qui est le fameux chat avec lequel j'ai eu un petit peu de difficulté, j'ai pris vraiment mon temps de vouloir aborder ce sujet-là parce que je voulais vraiment être sûr à 100% de pouvoir le faire. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, il va y avoir, donc cette semaine, le changement. Donc le chat va être dans un espace beaucoup plus performant. Et normalement, il va y avoir donc à ce moment-là donc la possibilité donc de vous ouvrir la salle comme j'avais déjà prévu de le faire là, pour que vous puissiez y accéder.
ce sera beaucoup plus facile. Donc, Suzette s'était proposée, pour ceux qui sont intéressés, qu'elle est dans le 18e à Paris. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris pour faire un soin avec Suzette, par exemple. Hein. Vous pouvez très bien le faire donc à distance, par Skype ou par tout autre moyen, ou par téléphone, ou encore vous déplacer où elle se déplace, ou bon, comme vous voyez. Alors, ça, ce serait donc une personne. Je sais que dans la formation personnelle, il y a d'autres personnes qui sont intéressées aussi. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez peut-être me le mentionner là à l'instant, que je sache que les gens qui sont intéressés, je pourrais leur en faire part. Puisque justement, bon, ça pourrait être intéressant pour eux. Je sais qu'il y a des gens qui avaient un certain intérêt, ou je pourrais vous relancer, leur demander à eux qui est intéressé, puis peut-être vous faire envoyer un mail en faisant part des gens qui sont de la formation personnelle qui est intéressée. Parce que moi, j'étais censé faire des petites activités autour du chat, mais bon, comme il y a eu comme ça a été un peu plus compliqué à installer parce que j'ai pris le temps de demander des experts pour vraiment être sûr que tout allait être en ordre. Donc là, le chat va vraiment être en ordre. Puis il y a des développements qui vont se faire, qui vont être intéressants pour vous, puisqu'on va développer donc une salle pour les étudiants de l'école qui vont pouvoir aussi donc faire connaître leurs services, donc tout doucement à mesure que le chat va se faire connaître. Là. Donc, à partir de septembre, on va lancer la machine pour le faire connaître. Le chat va être donc, pour ceux qui l'intéressent, va donc être associé avec d'autres personnes qui, eux, font des formations. On va mettre en place une structure d'école de formation en ligne. Donc, moi, je vais ma formation en ligne qui continue, tout ça, mais ces deux personnes-là vont travailler aussi avec le chat pour faire connaître cette structure de formation en ligne avec laquelle je vais être collaborateur. Et il y aura donc des activités régulières qui vont se faire dans la salle de chat que vous pourrez donc assister progressivement. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est donc des gens, il y a des gens intéressés pour le... Alors, la semaine prochaine, j'ai une rencontre, donc je leur ferai part de si vous avez un intérêt pour ce genre d'enseignement-là, de consultation-là que vous pouvez faire avec des gens de formation personnelle. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Ou des commentaires? Ou des réflexions intelligentes? Ou des bonnes blagues? Oui, d'accord, Julien, c'est noté. OK, salut André, donc tu veux partir. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, la semaine prochaine, je contacte les gens de la formation personnelle et d'autres gens aussi, un autre petit groupe. Alors, je pourrais leur faire part que si vous êtes s'ils sont intéressés, ils peuvent bénéficier de soins avec vous. Donc, je me ferai en contact et on regardera ça comment ça peut prendre forme. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié pour ce petit webinaire-là. Donc, la prochaine leçon que vous allez recevoir, c'est sur l'alignement supérieur, donc une série de leçons pour travailler davantage sur cet alignement-là, toujours dans une pratique personnelle, mais vous l'avez compris que cette pratique personnelle-là peut s'appliquer d'une pratique vers l'autre. Hein. On le verra d'une façon plus approfondie pour ceux qui ont le désir de le faire. Bien évidemment, je vais tâcher de faire quelque chose de très synthétique pour vous, pour éviter des répétitions ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous proposer ça dans le cours de la semaine prochaine pour ceux qui s'intéresseraient. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine à tous et chacun. Et à très, très bientôt. Donc, vous allez recevoir le mail dans le début du mois d'août pour l'aliment supérieur. Et à la fin du mois d'août, bien évidemment, on pourra prendre le temps de faire le webinaire comme d'habitude pour répondre à vos questions sur cet enseignement-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir à tous et portez-vous bien et passez du bon temps au soleil. C'est toujours l'été encore pour ceux qui ne le savent pas. Donc, profitez-en. Au revoir.